Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. D'abord, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés, ça me fait très plaisir. Et on va parler rapidement de mes deux premières vidéos, qui je trouve sont un petit peu longues. Donc j'ai décidé de la refaire de manière plus propre. Le but étant que vous n'ayez pas à vous taper 1h40 de vidéo pour avoir toutes les informations sur les outils. Cette vidéo sera plus condensée, plus propre, avec des informations à jour. On va faire deux parties. La première, ce sera donc la configuration de Windows, et la deuxième partie sera de vous montrer un peu tous les outils pour convertir vos jeux et vos vidéos du SDR au HDR, puisque pour rappel, la majorité, très grande majorité des contenus qu'on peut retrouver sont en SDR. Par exemple, Kingdom Come Deliverance 2 qui vient de sortir n'a pas de HDR. Le but n'étant pas que vous soyez noyé d'informations trop techniques, mais juste que je vous donne les outils en main pour pouvoir ensuite être autonome lors de la conversion, de la correction de HDR, que ce soit fait en quelques minutes. Vous pourrez bien évidemment retrouver tous les liens que je vais citer dans cette vidéo en description avec les configurations ainsi que les timers si jamais vous voulez retrouver certains éléments plus rapidement sur la vidéo. Bien évidemment, cette vidéo va être un petit peu longue parce que je vais tout couvrir. Ça va pas être compliqué, c'est juste que je vais faire par exemple 10 minutes la configuration Windows, puis 5 minutes chaque outil, histoire que vous voyez comment HDR facilement et que vous compreniez un peu en vous expliquant tout ça. Mais après, à la fin de cette vidéo, vous serez vraiment maître dans l'art de convertir ces jeux en HDR pour pousser vraiment votre qualité visuelle à fond. À notifier que si jamais vous rencontrez un bug où vos jeux en HDR sont complètement délavés, c'est peut-être juste un bug graphique de vos pilotes. Il faut juste redémarrer l'ordinateur pour corriger ça. Cette vidéo est entièrement enregistrée en SDR, donc vous ne verrez pas la différence stricte comme moi je la vois sur les applications qu'on convertit. C'est vraiment l'intérêt que je vous donne les outils et après derrière vous testerez et vous verrez normalement tout de suite la différence. On va commencer avec la configuration Windows. D'abord je vous conseille de passer à Windows 11 si vous êtes sur Windows 10. Ce n'est pas obligatoire. La plupart des outils fonctionnent. L'avantage de Windows 11, c'est pour la calibration du HDR système, ainsi que l'accès à l'auto HDR et le RTX HDR qui permettent de convertir des jeux SDR sans toucher aux anti-cheats, que je vais couvrir un peu plus tard. Une chose très importante à comprendre, c'est que quand vous activez le HDR sur Windows, c'est juste un signal qui est transmis. Ça n'influe en rien sur la qualité de votre HDR derrière. Le bureau est délavé, certes, parce que le gamma est mauvais, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez lancer un jeu, votre gamma sera aussi mauvais, vous aurez des noirs grisés. C'est vraiment deux choses très distinctes et il faut absolument comprendre cette notion. Si vous avez un téléviseur ou un écran moniteur OLED, etc., je vous conseille bien de configurer le HGIG sur le téléviseur, le gamma 2.2 et les températures chaudes afin d'avoir la base la plus saine et la plus calibrée possible. Ensuite, on va pouvoir derrière travailler ça logiciellement pour corriger certaines choses côté source. Ensuite, on va récupérer la valeur de luminance maximale de votre écran afin qu'on puisse configurer les jeux ainsi que la calibration Windows. Donc on va sur RTX ou bien TFT central ou bien sur votre affichage Windows comme je vous montre ici et vous récupérez donc votre valeur de luminance maximale. En général c'est 1000 nits si vous êtes sur un écran OLED en mode 1000 ou 450 si c'est en mode 450, les téléviseurs ça peut être 800 sur les LGC, 1500 sur les LGG, etc. etc. Et notez bien cette valeur. J'ai déjà fait une vidéo sur la configuration du panneau Nvidia que je vous invite à voir, mais on va vite faire repasser sur certains éléments. Donc pour le HDR, vous allez dans changer la résolution, vous réglez votre résolution, votre fréquence, et vous allez ensuite sur utiliser les paramètres de couleur Nvidia, mettez couleur vraie 32 bits, RVB, l'intensité de couleur, mettez le maximum que vous pouvez, que ce soit du 8, du 10, du 12, ça n'a aucune incidence. Il y a des conversions, même en 8 bits, qui permettent d'avoir un excellent rendu. Plage dynamique de sortie complète. Si vous avez un téléviseur, je vous conseille de mettre le format de couleur de sortie en ICBCR 444 et la plage dynamique de sortie en limité. Ça vous permettra d'avoir des meilleurs gradients de couleur près des noirs. Ensuite, vous allez dans Gérer les paramètres 3D et vous descendez jusqu'à Méthode de présentation Vulkan OpenGL et vous réglez sur Privilégier les couches sur une chaîne de permutation DXGI. Cette dernière option va nous permettre d'avoir du HDR injecté sur des émulateurs par exemple et n'oubliez pas de cliquer sur Appliquer afin que tout fonctionne bien. Maintenant que ça c'est fait, on va régler le HDR sur Windows. Donc vous allez dans vos options d'affichage, vous cliquez sur le bouton HDR pour avoir le menu avancé et vous activez le HDR en activant Utiliser HDR. À partir de là, vous aurez plusieurs options. Le HDR automatique, c'est une conversion SDR vers HDR des jeux. Ce n'est pas une translation automatique de quand vous avez un contenu HDR. Donc pensez-y, ça je vais le couvrir juste après. Et la luminosité de contenu TTS est un peu particulière.
elle part de 0 à 100. La valeur 0 correspond à 80 nits, la valeur 100 correspond à 480 nits, et je vous conseille la valeur 31 si vous voulez juste pas vous prendre la tête et l'utiliser pour la bureautique, ça correspond à 203 nits. Cette valeur va tout simplement ajuster la luminosité des applications SDR en mode HDR, comme le bureau de Windows, vos navigateurs, etc. Elle influe aussi sur certaines sources HDR comme les screenshots et les vidéos HDR lues sur des navigateurs Chromium comme Discord, Chrome, Opera GX, Edge, etc. À titre personnel, je conseille la bureautique en SDR et de basculer en HDR uniquement quand vous allez consommer du contenu, donc que vous jouez à des jeux ou vous regardez des films. Et pour ça, vous pouvez tout simplement faire Windows Alt B qui permet de passer d'un mode à l'autre facilement sans avoir à passer par ce menu. Activant le HDR sur Windows, vous avez déjà remarqué que le bureau est délavé. Les noirs sont gris, les couleurs sont pas pétantes. C'est tout simplement à cause du gamma. Sans trop aller dans la technique, le gamma c'est une fonction qui va afficher les contrastes sur votre écran. Le gamma utilisé par Windows est le gamma sRGB qui est fait pour de la bureautique, donc les noirs sont un peu surélevés pour permettre la visibilité, mais la majorité des contenus multimédia sont faits avec un gamma 2.2 qui assure donc des noirs purs et des couleurs très belles. C'est pour ça que vous avez ce genre de souci en bureautique. C'est un problème avec Windows, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve ce gamma, justement le mauvais sRGB, sur l'auto HDR, ou même sur des jeux qui ont un HDR natif. Mais ça, c'est un problème de développeur. Donc vraiment, il faut dissocier cette histoire de gamma du bureau et du gamma des jeux qui sont indépendants. Si jamais vous avez des jeux ou des films ou des séries qui semblent avoir un gamma délavé, c'est parce que soit les développeurs ont mal implémenté leur HDR, ou alors vous avez un lecteur vidéo qui gère mal ce type de conversion HDR, puisque par exemple VLC lit assez mal le contenu HDR natif. À titre personnel, par exemple, j'utilise MPV, j'ai couvert une vidéo là-dessus, on va voir un peu pourquoi ça arrive et comment corriger ça. Quand vous lisez sur internet que le HDR de Windows est mauvais, c'est des conneries. Le HDR de Windows c'est juste on ou off, actif ou désactivé, et ensuite tout ce qu'il fait c'est lire les contenus de telle manière qu'ils sont codés. Donc s'il y a un mauvais gamma, c'est vraiment côté source. C'est pareil d'ailleurs avec les couleurs. On lit souvent qu'un jeu n'est pas HDR puisqu'il n'utilise que les couleurs du triangle Rec 709, donc proche du SDR. Et ça, c'est parce que les assets, donc les textures et les modèles sont faits avec Rec 709 et le SDR en tête. Et si jamais il y a des jeux qui poussent des couleurs plus saturées, c'est de la triche en fait. Ça ne veut pas du tout dire que c'est pas du HDR. Bien au contraire, on a toujours plus de luminance et toujours plus de détails dans les hautes luminances. De toute façon, je vous montrerai un shader qui va pouvoir vous aider à saturer vos couleurs, mais il faut éviter de tout sursaturer sur les outils. C'est plutôt on sature depuis la source. Par exemple, si le jeu vous propose un curseur de saturation comme Elden Ring ou Reno DX, vous pouvez ajuster le curseur de saturation, et bien vous pouvez avoir justement un rendu plus punchy. Mais il faut éviter vraiment de tout cracher parce que ça va affecter toute l'image. Donc comme vous pouvez voir sur ce comparatif, le fait que la luminance soit ajoutée à une couleur va lui rajouter naturellement de la saturation. Personnellement, je rajoute jamais de saturation à mes jeux puisque vraiment la luminance va toute seule faire son travail, mais même avec le même orange sur le triangle, vous aurez des couleurs visiblement plus saturées puisqu'elles sont plus lumineuses. Excepté le gamma, il y a deux autres notions importantes à comprendre lors de l'utilisation du HDR. C'est le peak white, donc la luminance maximale, c'est par exemple sur un jeu ou un film, votre écran va pousser le maximum possible sur les petites zones de lumière. Par exemple, vous avez une lampe dans une pièce sombre qui va pousser 1000 nits, mais le reste de l'image va rester assez terne pour créer justement ce jeu de contraste. Et vous avez une deuxième mention qui s'appelle le paper white, donc la luminance, donc c'est en fait la luminance papier blanc ou la luminance moyenne, qui correspond tout simplement à ce que vous entendez par luminosité quand vous êtes en SDR. Comme je vous ai montré justement dans la vidéo des HDR en 3 minutes, le papier blanc, c'est une valeur qui devrait rester autour des 203 nits, ou alors si vous pouvez l'augmenter si jamais vous êtes dans une pièce trop lumineuse. Mais c'est pas quelque chose qui doit être poussé à fond. Vous pouvez penser que du coup le HDR est beaucoup plus terne que du SDR. Si effectivement vous avez l'habitude d'avoir du SDR poussé à fond dans l'écran avec la luminosité à fond, ce sera plus terne parce qu'il y a ce jeu de contraste. Mais l'intérêt c'est d'avoir beaucoup plus de détails et une image beaucoup plus vivante.
Donc, on va enfin pouvoir passer à la calibration du HDR. Pour ça, il y a deux solutions différentes. La première, c'est d'utiliser l'outil de calibration Windows, et la deuxième, c'est d'utiliser Color Control. C'est la méthode que je privilégie. Je ne conseille pas l'outil de calibrage Windows parce que j'ai des bugs, mais c'est la manière la plus simple de calibrer votre HDR sur ce système. C'est uniquement disponible sur Windows 11, et pour ça, vous avez juste à ouvrir le menu démarrer, taper HDR, vous aurez à propos de HDR, et là, vous pourrez commencer la calibration. Donc, vous suivez les instructions. Même si vous faites que la calibration Windows, il faudra quand même utiliser Color Control pour activer le dithering, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Ça permettra de corriger certains problèmes de banding dans les jeux. Vous mettez la première page à 0 pour les noirs. Ensuite, vous réglez les deux pages suivantes, donc sur la valeur maximum de votre écran, le moment où les carrés disparaissent. Dès que c'est fait, alors pour la saturation, je vous conseille de laisser à 0. C'est rien de forcer la satu sur tout. Les contenus sont en général gérés directement, et à partir de là, vous pouvez faire terminer quand vous aurez créé un profil étalonné. Vous retrouverez ce profil dans la page justement d'affichage Windows. Donc, ce profil de calibration va surtout nous permettre d'avoir les valeurs maximales et minimales de l'écran que certains jeux HDR vont utiliser pour configurer le HDR pour vous. Par exemple, Ragnarok ou Final Fantasy XVI ou Alan Wake 2 sont des jeux qui sont récemment sortis, qui tirent les valeurs de ce profil pour vous permettre d'avoir une calibration facile et que vous n'ayez rien à toucher de vous-même, de votre côté. À titre personnel, j'utilise l'application Color Control. Donc, je vais vous montrer comment l'installer. Vous avez juste à le télécharger depuis GitHub, l'extraire, puis le lancer. Il demande des prérequis, il faut les installer, puis redémarrer l'ordinateur. Et à partir de là, on va régler deux choses. Primo, le dithering. Alors, pour ça, vous allez ici, dans Settings, puis vous cliquez sur Test Dithering. Vous réglez, donc vous choisissez bien votre écran, vous réglez le Dithering Enabled, vous cliquez sur Bit Depth, vous mettez 8 bits et mode temporal. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Set Dither Registry Key et c'est bon. Cette option va nous permettre d'avoir moins d'escaliers de couleurs sur les jeux qui ont une mauvaise gradation, et à partir de là, ce sera actif par défaut. Même si vous n'utilisez plus Color Control, ce sera activé. Par contre, si vous désinstallez et réinstallez vos pilotes, ça partira. Donc pensez-y. Et je vous confirme qu'il faut bien laisser 8 bits dans Color Control pour le dithering, peu importe la capacité de votre écran, puisque c'est tout simplement l'algorithme NVIDIA qui est fait comme ça. Donc laissez bien 8 bits, même si vous avez un écran en 10, en 12, c'est pas grave, vous laissez 8. Et indépendant de la valeur que vous avez mis dans le panneau de config NVIDIA. Maintenant, on va configurer le profil de couleur sur Color Control. Vous allez dans les options, Color Profiles, Create HDR Color Profile. Là, vous aurez les informations de votre écran. Color Gamut, vous laissez en natif. Minimum luminance, vous mettez 0 pile. Maximum luminance, vous mettez le max de votre écran. SDR, Transfer Function and Gamma, vous mettez Piecewise. Vous mettez, pareil, le min CL à 0, le max CL à votre max. Vous cochez bien, when activating, set min TML and max TML to minimum maximum. Et vous faites générer. Et automatiquement, il va l'activer et le mettre par défaut. Maintenant, si vous passez par exemple du mode HDR 1000 au mode HDR 400, vous pouvez créer du coup un deuxième profil pour basculer de l'un à l'autre, ça, pas de problème. Et il y a une troisième chose, c'est que vous pouvez créer justement un profil Gamma 2.2, donc de conversion pour le bureau, l'auto HDR et certains jeux où vous avez peur que l'anti-cheat s'active. Si par exemple vous ne voulez pas utiliser Richet ou des choses comme ça, ça va donc noircir les noirs comme il faut, sauf que ça va aussi impacter tout le reste. Donc même si vous avez un jeu HDR natif ayant un Gamma 2.2 correct, ça va assombrir trop les noirs, vous aurez du black crush, donc c'est-à-dire une disparition des détails au niveau des noirs, puisque il y aura une correction trop forte. Donc c'est vraiment pour certains cas qu'il faudrait l'utiliser. Pour ça, vous avez juste à changer le Piecewise et à mettre Pure Power 2.2 pour avoir un profil justement qui corrige ce gamma. Je le déconseille, je préfère corriger moi les jeux nativement avec quelque chose comme Richet, donc par application, plutôt que d'avoir une correction globale qui va trop détruire justement les détails sur les applications natives. Après, vous pouvez basculer de l'un à l'autre si vous voulez faire un peu chier, mais personnellement, voilà, je veux pas, ça me dérange pas, donc je fais ça directement. Et après, c'est tout bon. Vous pouvez laisser l'application en fond de tâche, elle ne bouffera rien. Si jamais vous sentez que vous avez envie de supprimer les profils Color Control ou de calibration Windows que vous avez créé, c'est très simple. Il vous suffit d'ouvrir le menu démarrer, d'aller dans gestion des couleurs et là-dessus, vous cliquez sur votre moniteur ou écran et ensuite vous pouvez du coup supprimer les profils manuellement ou choisir celui que vous voulez par défaut, etc. Maintenant qu'on a configuré notre Windows convenablement,
on va pouvoir voir les divers modes nous permettant de convertir du SDR vers du HDR. On a donc 3 types de conversion. La première, ça va être du HDR natif modé dans le jeu, avec RenoDX et Luma, suivi des différents shaders reshade nous permettant de corriger les HDR natifs, ceci étant justement la configuration la plus intéressante, la plus détaillée et la plus belle possible pour le rendu HDR. On va ensuite voir justement comment configurer l'Auto HDR et le RTX HDR qui sont des filtres qui passent par-dessus le jeu. Ils ne touchent pas donc au rendu interne et ont plus de limitations visuellement, mais ce sont les plus simples pour convertir des jeux non HDR. Ensuite, on va couvrir Special K et Reshade qui sont des conversions SDR vers HDR logiciels plus poussés que les filtres. Et personnellement, je les priorise par rapport au RTX HDR et à l'Auto HDR. Par contre, je laisse quand même la place au HDR natif en priorité. Je m'arrête ici une petite minute pour bien insister sur le fait que les HDR natifs sont toujours la meilleure solution pour avoir le meilleur rendu pour vous. Vous pouvez très bien utiliser des shaders reshade permettant de corriger le niveau des noirs ou de saturer les couleurs un petit peu, mais remplacer le HDR natif par une autre solution, j'insiste là-dessus, vous allez perdre beaucoup en termes de détails et de profondeur d'image. J'ai fait une vidéo comparative d'une petite minute sur Tunic que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où on voit les 3 types de conversion. Donc on a le SDR, l'inversion mapping avec le RTX HDR et le HDR natif. Vraiment, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît, si vous pouvez prioriser le HDR natif. Si jamais effectivement c'est complètement cassé comme Nier Automata, vous pouvez le remplacer, il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise tout le temps Special K ou des choses comme ça pour pouvoir convertir des jeux qui n'ont pas de HDR. Mais une petite vérification sur la liste avant que vous lanciez un jeu de RenoDX pour voir s'il y a un HDR ou utiliser l'HDR natif, ça prend 2 minutes et derrière vous allez jouer des heures. Donc vraiment j'insiste là-dessus, prenez le temps qu'il faut pour avoir votre meilleur rendu. On est sur PC, on peut se le permettre. Bien évidemment, je nie pas qu'il y a des HDR natifs assez mauvais, mais il y a aussi beaucoup de désinformation. Le HDR de RDR2 par exemple est excellent, alors qu'on lit très souvent l'inverse sur des forums. Il a juste un léger gamma mismatch qu'on peut régler avec des shaders, comme je vais vous montrer un peu plus tard. Il faut aussi comprendre que les jeux ont des mappages tonales différents. RDR2 par exemple très réaliste, donc ça brillera pas autant que Cyberpunk dans la nuit, mais ça n'empêche pas que l'implémentation, elle, est suffisamment bonne. Donc, comment je procède? Simplement, je vérifie d'abord qu'il y a un mode RenoDX pour un jeu, quand je vais en commencer un nouveau. S'il n'y a pas et qu'il y a un HDR natif, et que je remarque par exemple que les noirs sont gris, je corrige avec Reshade. S'il n'y a pas de HDR du tout, j'utilise Special K. Et si Special K passe pas, le RTX HDR est toujours là pour pouvoir justement convertir les jeux rapidement et simplement. Mais si vous voulez par exemple juste concentrer sur le RTX HDR, vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a du HDR natif, et essayez de ne pas le remplacer, c'est plutôt de l'améliorer afin qu'il sied à vos goûts et que vous ayez justement le meilleur rendu pour vos jeux tout simplement. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, par exemple Kingdom Come Deliverance 2 n'a pas eu de HDR natif à la sortie, mais RenoDX, le mode est sorti justement quelques jours après et continue d'être amélioré pour avoir ce type de rendu-là. Ou bien vous avez FF7 Rebirth, Black Myth Wukong, Metaphor Fantasio et beaucoup d'autres jeux qui sont ajoutés graduellement. Donc on a vraiment une solution très intéressante sur PC. Pour installer RenoDX, c'est très simple. On est sur la page d'accueil GitHub. On clique sur Mods Page et on a tous les modes RenoDX. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur les snapshots qui sont en général beaucoup plus récentes et à jour que le Nexus. Vérifiez aussi quand même le Nexus s'il y a besoin d'éléments supplémentaires pour l'installation. Mais en gros, ça se passe comme ça. Donc, simplement avant de lancer un nouveau jeu, je vous invite à chercher le jeu, à le chercher ici dans la liste pour voir s'il n'existe pas un mode pour. Je vais juste vous montrer l'exemple avec Cyberpunk. Je télécharge le snapshot. Je télécharge Reshade, la dernière version avec l'add-on support. Je lance donc l'installeur de Reshade. Je cible mon jeu Cyberpunk et j'installe, je fais suivant. L'API est automatiquement choisi normalement. Il n'y a pas besoin de cocher quoi que ce soit, mais moi je coche quand même les shaders de Lilium pour pouvoir analyser le HDR, m'assurer que tout fonctionne bien. Pour les add-ons, je n'installe rien. Je copie mon RenoDX.addon, je le colle là où il est l'exécutable du jeu. Donc faites attention, parfois l'exécutable n'est pas à la racine. Faites clic droit coller. Voilà, c'est bon. En lançant le jeu, je me retrouve sur le menu. Je remarque qu'il y a le bandeau Reshade en haut. J'appuie sur le bouton Home pour ouvrir le menu. Je me retrouve donc avec les curseurs RenoDX qui m'indiquent que c'est bien installé. En général, vous avez juste à régler le Peak Brightness pour la haute luminance et le Game Brightness pour le Paperwhite. Ça, 203, c'est parfait pour nous. Certains jeux n'ont pas de curseur
dédiés, mais vous pouvez tout simplement vérifier s'ils sont bien chargés dans l'onglet Add-on. Comme par exemple Resident Evil ou RDR1 n'ont pas de curseur parce qu'ils corrigent le HDR natif et se servent des curseurs du jeu en lui-même. Pensez bien à laisser activer le HDR de Cyberpunk. Si jamais le jeu a un HDR natif, RenoDX va le corriger, donc va travailler par-dessus. Par contre, si le jeu n'a pas de HDR natif, il va l'ajouter. Pour le mode Luma, c'est pareil. Vous le retrouvez tout en bas de la page de RenoDX, parce que c'est un mode assez différent, qui travaille plus en profondeur les jeux en général. Par exemple, le mode Prey qui vient de ressortir permet d'avoir du HDR natif, mais aussi du DLSS, des nouveaux effets très intéressants et modernes. Et vous pouvez par exemple, je vous invite à voir l'excellente vidéo de JDSP à ce niveau par rapport aux nouveaux outils couverts, pour voir un peu ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer comment corriger les HDR natifs des jeux. Pour cette option, vous pouvez prendre soit la version Add-on Support, soit la version Reshade normale qui est compatible plus généralement avec les anti-cheats ou des choses comme ça. Donc on la télécharge. Pour vous montrer comment faire, je vais utiliser Divinity Original Sin 2, un jeu auquel je joue actuellement. Donc je lance Reshade Setup, je sélectionne mon jeu, je fais suivant, l'API directement trouvée, je fais suivant, je décoche UTFX, j'en ai pas besoin. Là, je descends tout en bas, je vais cocher Advanced Auto HDR par Pumbo, Reshade Simple HDR par MaxG3D et Shader de Lilium. On va s'en servir maintenant et aussi un peu plus tard, c'est pour ça que je télécharge tout. Suivant, ça installe et c'est bon. Donc j'arrive en jeu, j'ouvre Reshade, bouton Home, comme d'habitude. Donc là, je me retrouve avec plusieurs shaders et j'utilise souvent le HDR Analysis qui me permet d'analyser le rendu du jeu. Je remarque déjà que les hautes luminances montent à 3000 nits. Donc ce que je vais faire avec l'outil de tone mapping de Lilium, ici, c'est que je vais couper la luminance. Alors pour que ce soit un peu mieux foutu, on va dans Paramètres et on va cocher Grouper les effets par onglet plutôt qu'en arbre. À partir de là, on a quelque chose d'un peu mieux. Et donc, on va dire que ça a coupé la luminance. Ce que vous devez faire, c'est BT2390 ETF. Target, vous mettez le max de votre écran. Mettons que vous avez un écran HDR OLED avec 1000 nits en pic. Là, vous mettez 1000. En maximum input, vous mettez ce que le jeu pousse, donc ce que vous avez trouvé avec l'analyseur. Ici, c'est 3000, mais par exemple, pour Uncharted 4, ce serait 10 000, ou pour Dead Space Remake, ce serait 3800. Et voilà, vous venez de couper la luminance proprement pour éviter d'avoir des sources trop surexposées et du coup de perdre quand même un peu de détails. Donc le shader de tone mapping va juste me servir à compresser les highlights sur des jeux qui n'ont pas de curseur dédié ou un curseur dédié qui marche mal. Ça sert à rien de l'utiliser sur un jeu qui en a déjà un, par exemple un très bon comme Red Dead Redemption 2. Là, on peut directement ajuster dans les options. Mais voilà, s'il y a quelques rares jeux où il n'y a pas de curseur dédié, du coup, il faut utiliser le tone mapping pour pouvoir compresser justement les trop hautes luminances. Pour régler justement le niveau des noirs des jeux qui ont un gamma mismatch, il suffit tout simplement de cliquer sur Lilium HDR Black Floor Fix. Je me retrouve avec ces options. Je fais tout simplement, je coche Enable Black Floor Emulation, BT709 je laisse tel quel, et dans Processing Cutoff, je mets la valeur de papier blanc que j'ai réglée dans les curseurs du jeu. Par exemple, Red Dead Redemption 2, je mets 200. Sur ce jeu, j'ai mis 50 parce que c'était trop surexposé, et ça dépend à chaque fois du jeu. Mais voilà, vous avez juste à faire ça et vous venez tout simplement de régler le niveau des noirs. Donc vous aurez des noirs plus profonds, et on voit justement sur l'analyseur à droite que ça abaisse justement le niveau des noirs pour pouvoir avoir ces noirs purs que l'OLED et le mini-LED nous permettent d'apprécier. Bien évidemment, si vous trouvez que les noirs sont un peu trop crush, c'est-à-dire qu'on perd les détails dans les zones sombres, que vous voyez rien, ou que c'est pas assez sombre, vous pouvez ajuster la valeur en l'augmentant pour justement assombrir, ou vous pouvez la baisser. Et si c'est pas assez pour vous, vous pouvez utiliser le Black Floor Lowering ici et du coup avoir vraiment un contrôle très 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 précis au nit près du niveau des noirs. Voilà, donc c'est à vous de jouer, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais vraiment si vous ne voulez pas vous prendre la tête, le Black Floor Emulation suffit. J'utilise aussi très souvent le Lilium HDR Contrast Adaptive Sharpening, donc c'est le RCAS d'AMD qui ajoute une bonne netteté à l'image et est compatible avec justement le HDR. Donc c'est très très bien si vous trouvez que l'image est un petit peu floue pour améliorer un peu la netteté sans trop casser le rendu. C'est surtout très utile pour les jeux avec un TAA qui reste très flou comme Monster Hunter Worlds par exemple ou Final Fantasy XV. Enfin, je vais couvrir le dernier des shaders qu'on va utiliser là pour les HDR natifs, c'est le HDR Saturation de MaxG3D.
Donc vous le cochez et vous avez du coup plusieurs curseurs pour régler le rendu. Alors personnellement, j'utilise pas du tout, mais si vous trouvez que l'image manque un peu de punch, vous pouvez utiliser ce shader, augmenter un petit peu la saturation aux endroits où c'est le plus intéressant. Voilà, c'est beaucoup plus naturel, enfin ça rend plus naturel et c'est mieux fait que juste d'augmenter la saturation sur par exemple l'outil de calibration Windows ou le panneau de config de vos drivers, puisque c'est quelque chose qui cible justement les hautes luminances et c'est de augmenter juste un peu les couleurs à ce niveau. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit peu et ça rendra déjà beaucoup mieux si vous trouvez que c'est un peu trop terne. Une de mes ressources préférées pour pouvoir connaître justement la calibration des HDR natifs, c'est le Discord HDR Den. Et ils ont fait un fichier justement disponible en ligne qui pointe directement vers les bons messages, nous indiquant quel jeu, à quelle configuration de HDR, s'il y a besoin de les corriger avec tel shader ou tel shader. Donc je vous invite à utiliser vraiment cette ressource. Elle est beaucoup plus intéressante et faite par des personnes qui s'y connaissent très bien que d'autres sites ou d'autres youtubeurs, des choses comme ça. Voilà, on est vraiment couvert à ce niveau. Alors ça c'est vraiment si vous voulez vous embêter. En général, le Black Core Fix avec le papier blanc vous suffira dans 99% des cas. Avant de passer sur la configuration de l'auto HDR, on va voir un petit peu justement les avantages et les inconvénients de chacun. Alors à titre personnel, j'utilise toujours Special K puisque c'est un outil très complet. Alors même si par exemple j'ai un jeu RTX HDR, Auto HDR, HDR natif, Reno DX si ça marche, j'utilise Special K parce qu'il y a plein de fonctionnalités très utiles, mais il y a effectivement, vu que c'est un outil un peu complexe, il peut être bloqué ou créer des bugs. Donc faut y penser. J'en ai pas eu beaucoup personnellement, il y en a peut-être si vous jouez à d'autres jeux un peu plus indé ou des choses comme ça, il peut y avoir des bugs, ça peut arriver. Pour le HDR par Reshade, on a pareil un changement de swap chain, c'est reconnu par Windows, c'est-à-dire que tous les filtres vont pas passer par-dessus, donc ça nous permet aussi de prendre des screenshots et des choses plus facilement, compatible avec plein d'API, en fait, ils sont tous compatibles avec beaucoup d'API, donc on a vraiment une grosse marge de manœuvre. Quand on a activé la couche de permutation dans les pilotes, ça nous a permis justement de débloquer avec des XVK du HDR sur beaucoup plus de vieux jeux, et vu que c'est un outil simple, Reshade, même il y a beaucoup de jeux avec un anti-cheat ou des gens en ligne où Reshade passe, mais pas Special K, donc on peut faire ça. Moi par exemple Yakuza 7, j'avais des plantages réguliers avec Special K, donc j'ai dû utiliser Reshade pour pouvoir convertir le HDR. Pour les filtres, c'est vraiment le plus simple en termes de HDR. Vous l'activez une fois et puis après ça s'applique à tous vos jeux compatibles. Il n'y a pas de HDR natif, mais le problème c'est qu'ils ont certaines limitations. L'auto HDR, c'est le fait qu'on ait peu de contrôle sur les valeurs et qu'on a un mauvais gamma, on a un gamma sRGB, donc les noirs sont délavés. Et le RTX HDR, le problème c'est qu'il y a peut-être un coût de performance possible et si vous faites des alt tab, des choses comme ça peut décrocher. Donc moi ça m'arrive assez souvent, donc c'est pas parfait. Mais voilà, si vous voulez vraiment rester dans la simplicité, appliquer RTX HDR sur un GPU Nvidia Auto HDR avec AMD. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, vous avez justement les deux options que je vais vous présenter, Special K et Reshade. Pour l'Auto HDR, c'est très simple, vous allez dans les options HDR de Windows et vous activez le filtre qui est actif par-dessus le jeu, donc complètement safe par rapport aux anti-cheats qui ne modifient pas le jeu, n'interagit pas avec le jeu. C'est pareil avec le RTX HDR que j'ai couvert dans une vidéo à part avec des paramètres particuliers, donc je vous laisse voir cette vidéo pour le RTX HDR. Là, on va vraiment se concentrer sur le HDR automatique. Donc les règles Paperwhite, donc la luminance moyenne en Auto HDR, c'est la luminosité de contenu DTS. C'est beaucoup plus fort que les valeurs sur le bureau, donc il faut la laisser à 0 si vous voulez avoir la bonne valeur de Paperwhite pour l'Auto HDR. Dès que vous avez activé, c'est tout bon, il ne vous reste plus qu'à lancer un jeu. Donc j'ai lancé mon jeu en Auto HDR. Normalement, vous aurez une petite notification en bas à droite qui indique que l'Auto HDR est bien activé sur le jeu. Que vous pouvez faire pour configurer du coup le peak brightness, c'est d'ouvrir le game bar avec Windows G, donc vous allez cliquer sur les paramètres ici, fonctionnalité de jeu, ajuster l'intensité HDR. Et donc cette petite barre d'HDR automatique va régler le peak brightness. Donc 0, on a l'Auto HDR qui est activé, et 100, on a 1000 nits sur les highlights. Donc c'est limite par gradient de 1, donc par exemple 90 c'est 900 nits, 80 c'est 800 nits, etc. Je vous conseille vraiment de ne pas dépasser les 750 nits pour tout type d'inverse mapping, que ce soit Auto HDR, RTX HDR, Special K et Reshade, puisque on aura en fait, ça étire une image qui est SDR, donc tous les détails sont déjà partis.
et vous aurez quand même un excellent rendu, même si vous ne poussez pas le maximum de votre écran. Mais vraiment évitez d'aller trop haut pour ce genre de solution, parce qu'en fait, chaque pixel blanc ou l'interface va aussi pousser la luminance à fond. Donc vraiment, évitez de pousser ça trop. Vous pouvez le faire, hein, c'est juste des conseils que je vous donne, mais moi j'éviterais personnellement. Par contre, quand c'est du natif ou du Reno DX, etc., vous balancez à fond la patate, il n'y a pas de souci. Mais pour des HDR non natifs, c'est mieux de rester assez conservateur. Et voilà, ça fonctionne. Malheureusement, le problème de l'auto HDR, c'est que le gamma est pas du tout bon. C'est du gamma sRGB, donc les noirs sont gris. Et donc pour corriger ça, j'ai une petite astuce. Ça va corriger le gamma pour l'auto HDR. Alors, vu que c'est un filtre par-dessus le jeu, les shaders de Reshade ne vont pas détecter une source HDR provenant du jeu. Il va se croire que c'est un jeu SDR. Mais c'est pas grave. Vous ouvrez Reshade, vous faites passer de la lentille, et là vous avez une option qui s'appelle Liliums SDR TRC fixe. Utilisez ça seulement pour des jeux SDR qui ont un mauvais gamma ou des jeux en auto HDR qui ont un mauvais gamma. Vous cochez, vous laissez les paramètres comme c'est, pas besoin de changer quoi que ce soit, et c'est bon. Vous verrez tout de suite que les gris deviennent noirs et le gamma est corrigé pour l'auto HDR. Autre petite astuce, vous pouvez pour l'auto HDR aller dans vos options écran graphique, donc dans le mode jeu, et vous avez vos jeux qui apparaissent ici. Quand vous avez injecté l'auto HDR une fois, ils apparaîtront ici. Vous cliquez sur options et vous pouvez cocher du coup ne pas utiliser le HDR automatique par jeu si vous voulez pas que ça affecte certains jeux par exemple. Autre astuce, vous pouvez aller dans vos notifications et vous aurez ici du coup l'auto HDR. Vous pouvez juste décocher cette option pour ne pas avoir justement les notifications à chaque fois que vous activez l'auto HDR sur un jeu. Mais si malheureusement vous êtes sur un jeu en ligne qui ne prend pas qui prend pas Reshade, vous serez bloqué avec un mauvais gamma. C'est pour ça que je conseille plutôt d'avoir le RTX HDR en priorité par rapport à l'auto HDR si vous utilisez les filtres et que vous avez une carte Nvidia. Il est possible aussi que vous remarquez que certains jeux ne prennent pas l'auto HDR. Par exemple, Dead by Daylight, c'est bloqué, ou des jeux en ligne comme ça. Donc, il existe un moyen de forcer l'auto HDR sur ce type de jeu, et vous suffit d'utiliser l'outil le Auto HDR Force de Ledoge. Donc, on va sur GitHub, on télécharge la dernière release, on décompresse le fichier, on lance l'application le .exe, faites oui, j'exécute quand même. Là, vous avez une fenêtre qui apparaît. Vous tapez tout simplement l'exécutable de votre jeu ou le nom du processus. Donc, assurez-vous dans le gestionnaire de tâches de bien récupérer le bon nom du processus. Ça peut être par exemple, on va dire Dark Souls 3.exe. Bon, il fonctionne déjà avec Dark Souls 3 nativement, mais on ne sait jamais. Hein. Imaginez que c'est Dead by Daylight.exe ou autre chose. Vous faites Entrée, vous faites Force Enable Auto HDR, vous faites oui. Enable DB, vous faites oui. Et votre Auto HDR sera forcé sur le jeu. Et si jamais vous en avez marre de Auto HDR sur le jeu, vous relancez l'application, vous faites Dark Souls 3.exe, vous faites je détecte déjà, voulez-vous forcer l'Auto HDR? En fait non. Voulez-vous effacer les clés de registre? En fait oui. Et voilà, vous venez de redésactiver l'Auto HDR que vous avez forcé. Donc vous pouvez garder en note les jeux où vous avez appliqué ce logiciel. Dernière chose à savoir, c'est que l'auto HDR n'est pas prioritaire. Par exemple, si vous activez le HDR natif sur certains jeux, sur vos jeux ou Special K ou des choses comme ça, donc un HDR interne au jeu, l'auto HDR et le RTX HDR vont automatiquement se désactiver. Donc à ce niveau, vous ne risquez pas d'avoir des conflits. Il y a peut-être 2-3 jeux où il y a des conflits comme les Resident Evil, mais sinon 99% du temps, il n'y aura aucun conflit. L'auto HDR va se désactiver et laisser place au HDR que vous avez mis qui provient du jeu. Et enfin, pour le RTX HDR, je vous le redis, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet pour la configuration parfaite. Donc je vous invite à la voir si vous voulez configurer ça. Et comme je le répète, à prioriser si jamais vous avez une carte Nvidia, puisqu'il n'y a pas de problème de gamma, tout fonctionne bien côté logiciel directement. Maintenant qu'on a vu les filtres HDR qui ne touchent pas au jeu et donc qui sont plus simples et plus compatible avec l'ensemble des jeux, on va voir comment fonctionne la conversion à partir de logiciels tels que Reshade et Special K. Je vous rassure, ce ne sera pas non plus très compliqué, c'est juste l'histoire de quelques clics. Pour convertir un jeu avec ces outils, nous avons besoin juste de comprendre deux notions. La première, c'est celle des swap chains. C'est en fait le rendu interne des moteurs. Il en existe trois. La première, c'est le SDR 8 bits. La deuxième, c'est le HDR 10 PQ 10 bits. Le troisième, c'est le HDR 16 sRGB 16 bits. Il n'y a aucune différence entre le 10 et le 16. C'est juste qu'on va d'abord devoir avoir une swap chain et ensuite avoir un mappage tonal HDR.
Le mappage tonal sera fait à l'aide d'un shader reshade ou de Special K directement. Quand vous cliquez sur l'option HDR Special K, comme je vais vous montrer dans quelques instants, il fera automatiquement la conversion SwapChain plus le mappage tonal. Et comme vous pouvez voir sur le tableau, on peut combiner tel logiciel pour créer la SwapChain et tel logiciel pour avoir le mappage tonal afin de faire des combinaisons qui nous permet donc d'éviter des problèmes de compatibilité avec certains jeux ou de simplifier tout simplement le processus. Pour vous montrer comment fonctionne la conversion SDR vers HDR avec Reshade, on va utiliser Dark Souls 3 à nouveau. Donc pour ça, on affiche, donc on reprend notre HDR, donc Reshade Add-on. Attention, c'est pour les jeux solo. Pour les jeux multi, privilégiez plutôt l'auto HDR, le RTX HDR. Pour les jeux solo, alors c'est pas tous les jeux solo, c'est vraiment les jeux compétitifs où ça passe pas. Il y a des jeux coop ou des jeux en ligne où l'entité est un peu plus tranquille, donc on peut installer ce genre de logiciel. Mais en règle générale, voilà, je vous le dis, privilégiez ça pour les jeux solo. Donc je lance Reshade avec Add-on, je sélectionne Dark Souls 3, je fais suivant. Je choisis l'applicatif. Je vais descendre et choisir donc les HDR de l'Ilium juste pour l'analyse. Et le shader que je privilégie pour l'Inverse Tone Map, c'est le Advanced Auto HDR par Pumbo. Donc pensez à le cocher aussi. On fait suivant. Là, on va arriver sur la page des add-ons et on a juste à cocher l'Auto HDR par Endlessly Flowering, qui est l'Ilium, et on fait suivant. Et c'est bon. Donc Reshade installera tout ce qu'il faut au bon endroit. Et à partir de là, vous verrez une image délavée. C'est normal. Donc, on ouvre Reshade, on fait passer le didacticiel et on va dans la catégorie Add-on. On voit que notre Auto HDR est déjà activé. On coche Enable HDR et à partir de là, on va juste relancer le jeu. Dès que c'est fait, vous réouvrez tout simplement le menu HDR et on voit que nos shaders vont fonctionner. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'Advanced Auto HDR de Pumbo. On coche. Et c'est ce qui va nous servir à faire le mappage tonal inversé pour la conversion vers le HDR. Enfin, je disais mappage tonal tout à l'heure, c'est vraiment le mappage tonal inversé, c'est l'inverse tone mapping. Comme ça qu'on dit en fait pour tous les types de conversion SDR vers HDR. Mis à part évidemment Reno DX et les HDR natifs qui sont des HDR purs. Là, c'est une conversion de la source SDR. Donc, dans nos choix, on a SDR Rec 709 gamme 2.2, c'est parfait. Vous laissez tel quel. L'output white level, donc c'est notre Paperwhite. Donc moi, par exemple, je mets 203. Pour le reste, ça, je touche pas trop. Vous pouvez ensuite, ici, donc le HDR tone mapping, vous ne touchez pas, ça c'est pour les HDR natifs, donc j'y touche pas personnellement. Auto HDR méthode, je sélectionne by luminance. L'auto HDR target peak, donc je mets 750 nits, comme je vous avais dit. Enfin maximum, vous pouvez mettre 600 ou quelque chose comme ça. Et c'est tout bon. À partir de là, vous pouvez ajuster le reste comme vous voulez. Alors l'inverse mapping, vous n'avez pas besoin. Soit c'est l'auto HDR, soit c'est l'inverse mapping. Mais je vous conseille l'auto HDR qui est beaucoup, beaucoup mieux. Le fine tuning, je rajoute un petit peu de saturation dans les hautes sources, dans les hautes luminances, pour avoir une image un peu plus propre. Et à partir de là, on est bon. Vraiment, il y a juste ça. Donc après, on peut régler d'autres choses, mais bon, ça c'est à vous de voir. Mais à partir de là, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez régler le shoulder pose si vous trouvez que c'est trop lumineux, l'image est un peu trop lumineuse. Moi, je la laisse par défaut, mais si vraiment vous êtes sur des scènes trop lumineuses, vous pouvez augmenter un petit peu pour réduire justement cet effet de surexposition, tout simplement. Et voilà, vous venez d'activer le reshade. Donc c'est vraiment 2 clics, régler les sliders, après, on n'en parle plus. Pour Special K, vous allez voir que l'outil a l'air de faire un peu peur. Mais vous inquiétez pas, je vais juste vous montrer la partie HDR. Ça va aller très vite et c'est extrêmement simple. Vous pouvez donc télécharger l'application, vous lancez l'installeur, faites suivant, j'accepte, suivant, tout bêtement. Vous installez. Alors moi j'ai déjà installé donc j'ai pas besoin de le faire à nouveau. Vous retournez donc sur le Skiff, le front-end, qui est une espèce de launcher. Vous allez dans les paramètres, il faut régler bien les mises à jour sur chaque démarrage et sur le serveur Discord. Il y a très souvent des mises à jour très importantes. Venez donc aussi ici et vous vérifiez que vous avez les permissions assurées. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Puis redémarrer l'ordinateur. Quoi qu'il arrive, je vous conseille quand même de redémarrer un petit coup pour être sûr que Special K fonctionne bien. Vous allez dans l'onglet Monitor et vous allez voir ici à droite plusieurs choses. Déjà, on a un triangle jaune près de RTSS. Ça vous indique qu'il faut activer une certaine option. Vous aurez donc RTSS, vous allez dans Setup, vous descendez en bas et vous cochez Use Microsoft Detour API Hooking pour assurer la compatibilité entre RTSS et Special K. Cliquez ensuite sur OK et vous réduisez RTSS. Dès que c'est fait, vous verrez donc les Vulkan Layers, vous pouvez cliquer sur chacun
pour pouvoir aussi activer la compatibilité et éviter les conflits. Vous allez ensuite dans l'onglet Library, et là vous verrez tous vos jeux qui sont normalement installés sur votre ordinateur et qui sont tirés de vos différents launchers. Vous en choisissez un et vous lancez, préférablement qu'il n'y a pas de HDR. Pour assurer le bon fonctionnement de Special K, on va juste désinstaller Reshade rapidement sur Dark Souls 3. Donc je vais juste relancer le setup, choisir Dark Souls 3, DirectX 11, je désinstalle Reshade et c'est fait. Et c'est terminé. Vous arrivez donc en jeu et vous voyez la bannière de Special K qui apparaît tout en haut. Tout ce que vous avez à faire, c'est CTRL majuscule retour arrière ou Start plus Select sur votre manette et vous avez l'interface Special K. Alors n'ayez pas peur, tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur HDR en haut, cliquez sur HDR Setup, cliquez sur sRGB HDR et votre HDR est actif. Vous n'avez rien touché d'autre. Le preset 0 est très bien configuré par défaut et vous pouvez directement cliquer sur HDR Setup, fermer et commencer à jouer. Vous voyez donc c'est très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Quelques clics et c'est réglé. Mis à part ça, je vais quand même vous parler de quelques autres options HDR qui peuvent être intéressantes pour vous. Dans l'option HDR, vous pouvez régler vos formats de screenshot pour pouvoir par exemple faire des PNG HDR et les partager facilement sur Discord. J'ai fait une vidéo à part sur ce sujet. Vous pouvez aussi désactiver le HDR natif par exemple d'un jeu pour pouvoir le remplacer avec Special K ou RTX HDR ou autre. Vous pouvez activer le HDR quand le jeu est lancé, par exemple si vous avez le système en SDR et que vous voulez basculer en HDR que avec le jeu, ça vous permet de faire ça. Et en dernier, vous avez le Fake Full Screen Mode, donc, qui permet de transformer des jeux japonais qui ont justement un plein écran exclusif forcé pour le HDR, comme Elden Ring ou Sekiro ou les Resident Evil Remake, et du coup les convertir en plein écran fenêtré pour pouvoir alt-tab facilement, et ne pas avoir le jeu qui perd son HDR à chaque fois, etc. Donc on a vraiment quelque chose de très utile. À titre personnel, j'active aussi toujours le framerate limiter de Special K qui est très bien. J'en ai parlé justement sur la vidéo sur le panneau de config NVIDIA. Voilà une petite astuce si vous avez des problèmes avec Special K. Vous pouvez faire une installation locale. Pour ça, vous faites clic droit sur Special K, Browse, Install Folder, faites un clic droit sur votre jeu et faites Browse, Game Folder. Dès que c'est fait, vous allez retrouver les deux dossiers. Vous prenez Special K 64.dll ou 32.dll en fonction de la version du jeu. Vous le copiez à côté de l'exécutable et vous le renommez en dxj.dll. À partir de là, Special K va reconnaître l'installation locale et vous pouvez lancer votre jeu. Vous vous retrouvez donc in-game et vous allez mettre le HDR de Special K. Vous allez remarquer un problème. GUnity en fait utilise un gamma linéaire et pour régler ce problème, il vous suffit tout simplement de venir ici, cliquer sur Content IOTF, cliquer sur linéaire et c'est bon, vous avez réglé le souci. D'autres jeux comme Dying Light 2 ont le même problème. L'injection locale, ça permet de faire fonctionner Special K si jamais le jeu est un peu réticent quand vous faites une injection globale, c'est-à-dire quand vous cliquez sur Play depuis le launcher tout simplement. Donc ça c'est intéressant, par exemple moi, Nier Automata, j'avais quelques crashs avec l'injection globale, donc j'ai dû passer par l'injection locale, donc mettre le fichier, mais ça peut dépendre, ça peut varier en fonction des PC, etc., de la stabilité. Et si vous avez des problèmes avec Special K, vous avez fait une mauvaise manip ou autre chose, pas d'inquiétude, vous pouvez venir ici sur Config File sur la page de chaque jeu, et vous pouvez du coup soit l'ouvrir et modifier les lignes individuellement à chaque ligne de paramétrage, ou alors vous pouvez faire un clic droit puis faire reset pour pouvoir justement réinitialiser le fichier à 0 et puis repartir sur une basse scène. Voilà, donc clic gauche sur le point ini pour le modifier, clic droit reset pour pouvoir le réinitialiser à 0. Pour les émulateurs, c'est tout simple. Vous allez dans Add Game en bas à gauche, Browse, vous choisissez votre émulateur et vous faites Ajouter. Il ne vous reste plus qu'à lancer. Si jamais vous avez une fenêtre qui vous dit Enable Vulkan Bridge, vous faites oui. Puis vous relancez l'émulateur. Pensez bien à faire un petit nettoyage de vos caches pour éviter les conflits avec Special K et vous lancez votre jeu. Directement, vous verrez la bannière Special K en haut et à partir de là, vous pourrez activer le HDR. Vous devrez peut-être relancer l'émulateur ou le jeu pour que ce soit actif. Et on peut voir que tout marche bien. Pour les vieux jeux, j'ai fait directement une vidéo dédiée à ce sujet pour pouvoir justement mettre le DirectX vers Vulkan et se permettre de pouvoir HDR des jeux en DirectX 9 ou avant avec Special K ou Reshade. Pour RTX HDR, ça marche nativement avec DirectX 9 tant que c'est en plein écran et avec Special K, vous pouvez par exemple mettre le jeu en plein écran fenêtré ainsi qu'avoir la G-Sync, la VRR et les avantages. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir ça. Donc là, je vais vous montrer un petit truc sympa avec Special K. Vous dites sûrement que vous avez la flemme d'installer Reshade par jeu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Pourquoi est-ce que je dois me taper tout ça? Vous avez raison. Et c'est pour ça que SpecialK veut nous venir en aide. C'est vraiment un outil couteau suisse. Il y a beaucoup de fonctionnalités très utiles. Et là, on va pouvoir installer Reshade et le charger dans SpecialK. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur votre exécutable Reshade Add-on et vous allez le décompresser avec 7-zip. Vous vous retrouvez là-dedans et vous prenez le Reshade 32 et le Reshade 64.dll. Vous allez ensuite dans votre dossier SpecialK, vous allez dans le dossier Plugin, Third Party, Reshade. Vous collez les deux fichiers. Donc pensez aussi à mettre à jour Reshade pour avoir les dernières fonctionnalités. Ensuite, on va retourner là où on avait installé le shader tout à l'heure, de l'Ilium de Pumbo et de MaxG3D. Pour moi, je les avais installés sur Divinity Original Sin 2. Donc, je vais dans le dossier du jeu, je vais dans le dossier Reshade Shaders, je prends le dossier Shader et Texture, je retourne dans le dossier SpecialK, puis dossier Global Reshade. Je supprime ceux qui sont déjà présents, et ça nous permet justement de garder à jour les shaders, puisqu'à chaque fois que vous installez avec Reshade, ça tire les dernières versions de GitHub. Et on vient d'installer Reshade sur SpecialK. Mais c'est pas tout, on va aussi pouvoir faire autre chose. Donc, je suis sur le site de TechPowerUp et je récupère le dernier DLL du DLSS. Hop. Donc, on l'extrait. Et on va prendre le fichier. Puis on va aller dans SpecialK, Plugin, Third Party, NVIDIA. Et on va coller le fichier à l'intérieur. On vient donc de configurer SpecialK. Il ne reste plus qu'à lancer nos jeux. Je vais au préalable bien penser à nettoyer les fichiers Reshade de mon dossier. Pensez aussi à nettoyer les fichiers Reshade, ini et log et tout ce qui peut traîner. Je me retrouve donc in-game avec SpecialK. J'ouvre SpecialK, je vais dans le menu, j'ouvre le HDR Setup et je remarque que SpecialK est en mode HDR10 natif. Donc il laisse le HDR du jeu faire son travail, il ne touche à rien. Il va juste corriger certains overlays qui peuvent être trop saturés comme Afterburner. À partir de là, je peux aller dans Plugin, Reshade, le cocher et le charger. On charge notre Reshade global. J'ouvre Reshade avec le bouton Home et je peux du coup m'amuser à corriger l'HDR natif et utiliser Reshade depuis SpecialK. J'ai donc une installation vraiment tout en un qui me fait gagner du temps. Et donc au lieu de me casser le cul à installer Reshade par jeu, j'utilise SpecialK sur tous mes jeux et je peux utiliser ce Reshade global et chaque profil sera séparé et enregistré, donc on a vraiment une compatibilité parfaite. Donc on voit vraiment tout le potentiel de SpecialK avec ce type de feature. Mais c'est pas tout. Je me retrouve donc sur Kena, un jeu Unreal Engine avec le DLSS. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le HDR de SpecialK. Donc j'ouvre SpecialK, je vais dans HDR Setup et j'active le sRGB HDR. Vous pouvez relancer le jeu ou appuyer 2 fois sur Alt Entrée pour que le HDR s'accroche. Voilà. À partir de là, je peux par exemple mettre SpecialK en mode Raw Frame Buffer et je peux charger Reshade. Alors vous pouvez aussi charger d'autres modes, des points IC ou des points DLL depuis SpecialK, mais là je vais utiliser que Reshade. Je peux du coup utiliser le shader de Pumbo pour l'inverse tone mapping si je préfère le rendu par rapport à SpecialK, comme ceci. Mais j'ai aussi les informations sur le DLSS. Par exemple, je peux m'amuser à cocher le fait d'utiliser le dernier DLSS qu'on avait mis dans le dossier SpecialK et relancer le jeu. Après avoir relancé le jeu, on se retrouve sur le menu, on voit que SpecialK force la dernière version, la 310.2.1. Vous pouvez aussi activer le DLSS Indicator si vous voulez avoir la petite fenêtre en bas à gauche qui vous dit quelle version vous avez et le preset. Et je peux du coup forcer le preset K et m'amuser à avoir simplement le meilleur rendu possible en Transformer. Voilà, donc on a vraiment plein de choses faisables avec SpecialK qui sont très pratiques. Donc j'utilise SpecialK à la fois pour améliorer mes jeux en général, mais aussi les HDR et le DLSS et plus encore. C'est utile par exemple si votre jeu ne prend pas en charge le DLSS override par le driver ou par Inspector. Juste une petite note, si vous souhaitez analyser le HDR de SpecialK avec Reshade, il faut juste venir ici et décocher Draw Reshade First pour pouvoir capturer le rendu. Pour les vidéos, j'utilise MPV. J'ai couvert une vidéo entière à ce sujet où je mets la conversion HDR ainsi que les shaders d'upscaling que j'utilise. C'est vraiment mon lecteur préféré pour tout type de vidéo HDR. Pour le SDR, j'utilise VLC. Et si jamais vous n'avez pas le fichier .conf dans le app data, vous pouvez le créer avec un bloc-notes, enfin un fichier texte tout simplement, et puis renommer le fichier en npv.conf.
Quand vous avez installé Reshade, vous avez dû remarquer que la version est passée en 6.4 qui est sortie après le montage de cette vidéo. Donc vous l'utilisez tout simplement, vous utilisez toujours la dernière version. Et en plus, elle a des avantages. En plus des bugs fixes, on se retrouve avec la possibilité de pouvoir prendre des PNG en HDR directement depuis Reshade, qui du coup nous permet de nous passer de spécial cas si jamais on veut prendre des captures d'écran directement. Et voilà, donc à chaque fois qu'il y a une mise à jour, n'hésitez pas à l'utiliser. Nous voici donc enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. C'était important pour moi de refaire justement les deux premières qui avaient beaucoup d'imprécisions et nous on veut faire les choses bien. Donc maintenant vous maîtrisez tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer le HDR sur PC et je vous invite aussi à partager cette vidéo avec les gens que vous connaissez qui ont un écran HDR afin qu'eux aussi puissent comprendre un peu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais couvrir et on se voit la prochaine fois. Salut!